Vous allez entendre une série d'enregistrements audio. Chaque enregistrement est joué une seule fois. Pour chaque extrait, répondez à la question correspondante en choisissant la bonne réponse parmi les options proposées. Durée totale de l'épreuve, environ 40 minutes. Utilisez un casque audio de bonne qualité pour une meilleure écoute. N'oubliez pas de lire attentivement les questions avant d'écouter l'extrait. Question 1 à 4. Conversation avec dessin. Vous allez entendre une courte conversation entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu sais où sont les clés? Oui, elles sont dans ton sac. Ah, merci. Je croyais les avoir laissées sur la table. Pas de souci, je les ai rangées ce matin. Tu veux qu'on aille se promener au parc après le déjeuner? Avec plaisir, j'ai besoin de prendre l'air. On pourrait marcher un peu et s'asseoir ensuite. Parfait, on part vers 15 heures? Tu as vu ma nouvelle trottinette? Non, montre. Elle est électrique? Oui. Je vais l'utiliser pour aller à l'école. Trop bien, je veux l'essayer aussi. Tu viens à la réunion de 14 heures? Oui, j'apporte les documents pour la présentation. Super. Tu veux qu'on révise ensemble avant? Bonne idée. Retrouvons-nous dans la salle B à 13h. Question 5 à 8. Annonce publique. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question correspondante. Chers résidents, en raison de plaintes répétées, la ville suspend les travaux de construction générant des nuisances sonores entre 20h et 8h. Cette mesure prend effet dès ce soir, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. Attention, en raison d'une forte affluence, nous vous informons que toutes les places pour la séance de 20h ont été vendues. Il reste encore quelques billets pour la représentation de demain soir à 18h30.
En raison de fortes rafales de vent annoncées en soirée, le feu d'artifice prévu au parc du château ne pourra être tiré ce soir. Il est exceptionnellement reporté à demain, à la même heure, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Cher client, nous vous informons que les œufs bio sont actuellement en rupture de stock. Une nouvelle livraison est prévue demain matin. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. Questions 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Vous allez entendre des messages diffusés sur un répondeur téléphonique. Pour chaque message, répondez à la question correspondante. Bonjour, je m'appelle Karim Dufresne. J'ai commandé un casque audio sur votre site la semaine dernière, mais je viens de m'apercevoir que j'ai reçu un modèle différent. Est-ce que je peux passer en boutique pour faire un échange ou faut-il renvoyer le colis? Merci de me rappeler. Bonjour Madame Chouinard, je vous laisse un message car j'ai relu attentivement le contrat que vous m'avez envoyé. Il y a encore quelques éléments que je ne comprends pas, notamment à propos des frais supplémentaires. Serait-il possible d'avoir un retour rapide ou un appel demain matin? Merci. Bonjour, je sais que le conseil de quartier se réunit jeudi, mais j'aimerais savoir si je peux intervenir brièvement pour présenter notre projet écologique. Ce serait seulement 5 minutes. Je vous laisse mon numéro au cas où cela serait envisageable. Oui, bonjour, je suis parent d'un élève de terminale, et je viens d'apprendre que la sortie pédagogique de jeudi est annulée. Savez-vous si une autre activité est prévue à la place? Mon fils n'a reçu aucune information précise à ce sujet. Bonjour Madame Faure, suite à notre échange, j'ai bien lu les conditions du contrat. Avant de m'engager, je voudrais juste confirmer un point concernant les frais si le projet devait être annulé. Est-ce que vous pouvez me rappeler en fin de journée?
Salut, je suis encore coincé dans les embouteillages, j'aurai au moins 20 minutes de retard. Ne m'attendez pas pour commencer, je vous rejoins dès que possible. Désolé, j'avais mal estimé le trafic en sortant du boulot. À tout de suite. Question 15 à 20. Micro-trottoir. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pensez-vous qu'il faudrait limiter l'usage des téléphones portables dans les transports en commun? Indiquez si la personne interrogée, A, est totalement favorable à une limitation. B, est partiellement favorable. C, est opposée à cette idée. D, ne se prononce pas clairement. Je trouve que certaines personnes abusent, surtout avec le son à fond. Ce serait pas mal d'imposer quelques règles, surtout aux heures de pointe. Donc oui, une certaine limitation me paraît justifiée. Je vois pas pourquoi on interdirait ça. Chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il dérange pas les autres. Pour moi, c'est exagéré de vouloir limiter l'usage des téléphones dans les transports. À vrai dire, je n'ai pas vraiment d'avis. Je ne prends presque jamais les transports en commun, donc je ne suis pas vraiment concernée. Je suppose que ça dépend des situations. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Les influenceurs devraient-ils avoir les mêmes obligations publicitaires que les médias? Indiquez si la personne interrogée, A, c'est absolument nécessaire. B, une certaine liberté doit rester. C, le problème existe, mais les règles seraient peu efficaces. D, il n'y a pas lieu d'intervenir davantage. Franchement, avec l'influence qu'ils ont sur les jeunes, on ne peut pas continuer à laisser passer des contenus sponsorisés sans mention. Il faut un cadre clair, comme pour les médias. Sinon, c'est la porte ouverte à tout. Je comprends l'intention, mais on ne parle pas de la même chose. Les influenceurs créent un lien direct, moins formaté. Si on commence à tout encadrer, on tue un peu leur spontanéité, non?
Oui, c'est flou parfois. Mais bon, même si on impose des règles, qui va vérifier? Et puis, ils trouveront toujours un moyen de contourner. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Questions 21 à 22. Chronique radio. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. De plus en plus d'universités canadiennes proposent des diplômes entièrement à distance, accessibles depuis l'étranger. Cette évolution, accélérée par la pandémie, séduit un public large, étudiants étrangers, adultes en reconversion ou parents souhaitant étudier à leur rythme. Mais certains critiques s'inquiètent d'une standardisation des contenus et d'une perte de lien social. Un professeur interrogé note que, si ces formations sont pratiques, elles risquent de réduire la diversité des échanges. D'autres saluent une démocratisation de l'accès au savoir, notamment pour ceux qui n'ont pas les moyens de déménager. La chronique conclut que l'enjeu principal réside dans la qualité des interactions et la reconnaissance de ces diplômes à l'international. Il y a une tendance croissante à prescrire des médicaments là où la parole suffirait peut-être. Un adolescent anxieux? Une pilule. Un adulte qui traverse un deuil? Une autre pilule. On oublie que certaines souffrances sont normales, qu'elles font partie du vécu humain. Bien sûr, les troubles mentaux doivent être pris au sérieux, mais transformer toute émotion en pathologie à soigner chimiquement, c'est aussi nier la complexité de l'existence. Ce que je dénonce, ce n'est pas l'usage des médicaments, mais leur automatisme. Il devient plus simple et plus rentable de prescrire que d'écouter. Dans certains cas, les effets secondaires sont plus lourds que le mal initial. Et à force de vouloir faire taire la moindre tristesse, on risque d'anesthésier ce qui nous rend humains. Questions 23 à 28 interview. Vous allez entendre des extraits d'interviews. Pour chaque extrait, répondez aux questions.
Vous êtes traductrice littéraire depuis plus de 20 ans. Comment percevez-vous l'arrivée de l'intelligence artificielle dans votre métier? C'est à la fois fascinant et inquiétant. L'IA peut traduire rapidement des textes simples, informatifs, mais dès qu'on entre dans la nuance, le rythme, le style, elle se perd. Traduire un roman, ce n'est pas convertir des mots, c'est faire résonner une voix, une culture. Les algorithmes manquent encore d'intuition, de sensibilité. Vous y voyez une menace? Plutôt une transformation. Certains éditeurs utilisent déjà des pré-traductions automatiques que l'on retravaille ensuite. Cela réduit nos délais, mais aussi notre marge créative. Et puis, il y a un risque réel d'uniformisation des styles. Je crains qu'à force de chercher la rentabilité, on sacrifie la richesse du langage. Vous avez enquêté sur le recours au contact tactique par les forces de l'ordre. Que faut-il en comprendre? C'est une technique utilisée au Royaume-Uni depuis quelques années. La police percute volontairement des scooters pour les arrêter. L'objectif est clair, faire cesser les rodéos urbains et les refus d'obtempérer. Les résultats sont là, les infractions ont chuté de manière significative. Mais cette méthode est-elle sans danger? Non, et c'est bien le problème. Même encadrée, elle a déjà causé des blessures graves, notamment sur des mineurs. Certains dénoncent une réponse disproportionnée. D'autres la défendent en disant qu'elle est plus précise que le tasé, et qu'elle évite de longues courses-poursuites. On voit de plus en plus de jeunes bloquer des routes, s'enchaîner à des bâtiments ou verser de la peinture sur des œuvres d'art pour alerter sur le climat. Ces actions vous semblent-elles légitimes? On peut discuter des formes, bien sûr, mais ce serait une erreur de les réduire à des coups d'éclat. Ces jeunes s'engagent dans un contexte où ils ont l'impression que les canaux traditionnels ne fonctionnent plus. Quand les pétitions, les marches pacifiques ou les débats ne produisent aucun changement réel, certains se tournent vers des actions plus visibles, plus radicales. C'est donc une forme de désespoir? Intervenante, plutôt une tentative de reconquête de pouvoir. Beaucoup d'entre eux ne croient plus aux cadres institutionnels. Ils agissent là où ça dérange, là où ils sont sûrs qu'on les verra, parce qu'ils se sentent invisibles ailleurs. C'est une réponse politique, pas une simple colère émotionnelle. Questions 29 à 30. Reportage.
Vous allez entendre un reportage. Écoutez bien et répondez aux questions. Dans les Alpes françaises, la réapparition du loup, disparu pendant près d'un siècle, suscite autant d'admiration que d'inquiétude. Le loup est revenu naturellement depuis l'Italie dans les années 1990. C'est une preuve que certains écosystèmes se régénèrent. Sa présence régule les populations de cervidés, ce qui limite les dégâts sur la flore. Réguler, peut-être. Mais nos troupeaux, qui les protègent? Chaque attaque, c'est une perte économique, mais surtout un stress quotidien. On a beau installer des clôtures ou des chiens de protection, rien n'est infaillible. Le retour du loup cristallise des peurs anciennes. C'est l'image du prédateur, de la menace dans l'ombre. Dans les contes populaires, le loup incarne l'inconnu qu'on cherche à repousser. Comment l'État gère-t-il cette coexistence? Il existe un plan loup. Il fixe des quotas d'abattage, des indemnisations et encourage la prévention. Mais les extrêmes s'affrontent. Certains réclament l'éradication, d'autres une protection totale. Trouver un équilibre devient un exercice d'équilibriste. Et les habitants? Moi je ne suis ni pour ni contre. Mais on ne nous consulte pas. On parle de territoire de biodiversité, mais c'est notre quotidien qui est impacté. Les décisions tombent de Paris, sans dialogue. Questions 31 à 40. Documents divers. Vous allez entendre 10 documents divers. Pour chaque document, répondez à la question. Depuis le mois dernier, une bibliothèque municipale teste un programme de lecture nocturne à la bougie. Inspirée des salons littéraires d'autrefois, cette initiative vise à ralentir le rythme de lecture et à favoriser une ambiance intime. Aucun appareil électronique n'est autorisé, pas même les liseuses. Malgré quelques réticences au départ, l'expérience séduit un public de plus en plus large, notamment des étudiants et des personnes âgées. Certains bibliothécaires espèrent que ce type d'événement pourra recréer du lien social dans des quartiers en perte de repères. Dès le mois prochain, les automobilistes devront composer avec une nouvelle mesure, l'instauration d'une zone à faibles émissions dans le centre-ville. Concrètement, seuls les véhicules électriques ou hybrides pourront y circuler aux heures de pointe. Cette initiative vise à lutter contre la pollution atmosphérique, jugée préoccupante par les autorités sanitaires. Des aides financières sont prévues pour les ménages modestes souhaitant changer de véhicule. Toutefois, les commerçants s'inquiètent de l'impact sur leur clientèle. Une période de sensibilisation débutera la semaine prochaine avec la distribution de brochures et l'organisation de réunions publiques.
Dans plusieurs villes canadiennes, de nouvelles bibliothèques ouvrent, sans un seul livre papier. À la place, des tablettes, des bornes de téléchargement, des zones de réalité virtuelle et même des imprimantes 3D. Selon les responsables municipaux, ces médiathèques du futur visent à attirer un public plus jeune, habitué aux outils numériques. Mais certains citoyens regrettent le silence des rayonnages, l'odeur du papier et l'idée que la lecture ne passe plus que par un écran. La fréquentation pourtant progresse. Le défi sera de maintenir l'accès à la culture pour tous, même les personnes peu à l'aise avec la technologie. Si l'obsolescence programmée technique est aujourd'hui largement dénoncée, une autre forme plus insidieuse s'impose, l'obsolescence émotionnelle. De nombreux objets connectés, montres, écouteurs, enceintes, cessent d'être utilisés bien avant leur fin de vie, non pas parce qu'ils sont défectueux, mais parce qu'ils ne répondent plus aux codes esthétiques ou sociaux du moment. Selon une étude récente, près de 40% des possesseurs de smartwatch changent de modèle chaque année, souvent sans nécessité. Ce renouvellement constant s'appuie sur une stratégie bien rodée, créer une forme de lassitude technologique pour pousser à la mise à jour. Le problème, souligne l'enquête, c'est qu'on légitime une surconsommation sans reconnaître qu'elle repose davantage sur la psychologie que sur la fonctionnalité. À partir de la semaine prochaine, la commune propose un nouveau service, le compostage partagé. Plusieurs bacs seront installés dans les quartiers résidentiels, accessibles librement aux habitants. L'objectif est de réduire la quantité de déchets ménagers et de favoriser un mode de vie plus durable. Des ateliers gratuits seront aussi proposés pour apprendre à bien trier ces biodéchets. Une inscription en ligne est recommandée, mais non obligatoire. Longtemps considéré comme un défaut ou une perte de temps, l'ennui fait aujourd'hui l'objet d'études sérieuses. Des chercheurs en psychologie cognitive ont observé que les personnes soumises à des tâches monotones avaient ensuite davantage d'idées originales que celles constamment sollicitées. L'ennui pousse à l'exploration intérieure, à la recherche de stimulation mentale autonome. Il joue un rôle d'incubateur pour la pensée créative. Dans un monde saturé de distractions numériques, certains experts vont jusqu'à conseiller des plages d'ennui dans l'emploi du temps des enfants. Il ne s'agit pas de priver, mais de laisser de l'espace au vide fertile. Disparus des centres-villes pendant des décennies, les bains publics reviennent peu à peu dans certaines métropoles européennes. Mais avec un nouveau visage. À côté des douches collectives traditionnelles, on y trouve des saunas, des bassins de flottaison, parfois même des espaces de méditation. Ces lieux, ouverts à tous, visent à répondre à un double besoin. Offrir une hygiène accessible aux plus précaires,
et créer un espace de pause dans un quotidien accéléré. Ce mélange des publics n'est pas toujours évident. Pourtant, certains urbanistes y voient une réponse innovante à la fragmentation sociale, en misant sur la reconnexion des corps et des regards. Dans certains quartiers branchés de Tokyo, New York ou Berlin, faire la queue devient une expérience sociale à part entière. Devant un café célèbre, une boutique éphémère ou une exposition temporaire, l'attente est souvent longue et pourtant acceptée, voire recherchée. Selon une sociologue interrogée, cette pratique transforme l'attente en moment d'observation, de rencontre, voire d'appartenance. On fait la queue non seulement pour accéder à un produit, mais aussi pour participer à un phénomène collectif. Certains y voient une stratégie marketing habile. Plus la file est longue, plus le lieu paraît désirable. Mais cette tendance n'est pas sans critique. Elle peut renforcer des logiques d'exclusion ou créer un sentiment d'élitisme urbain. Face aux enjeux environnementaux, de plus en plus de communes proposent des cimetières verts. Pas de pierres tombales, pas de caveaux, mais des sépultures biodégradables intégrées dans un espace boisé ou fleuri. L'objectif, limiter l'impact écologique des enterrements, notamment liés au béton, aux cercueils traités ou à l'entretien chimique. Certaines familles apprécient cette approche plus naturelle, même si elle déstabilise parfois les traditions. Les gestionnaires soulignent aussi que l'anonymat relatif du lieu favorise une forme de recueillement collectif, moins centré sur l'individu, mais davantage tourné vers le cycle de la vie. Dans une société qui glorifie l'efficacité, le temps vide est souvent perçu comme du gaspillage. Pourtant, des neuroscientifiques soulignent son rôle dans la consolidation de la mémoire, l'émergence d'idées originales et la régulation émotionnelle. Ne rien faire, ou plutôt s'autoriser à ne pas remplir chaque minute, devient un acte de résistance. Ce n'est pas une pause entre deux tâches, mais un espace sans objectif immédiat. Dans certaines entreprises avant-gardistes, on teste même des zones de vide, sans écran ni stimuli, accessibles à tout moment. Le paradoxe, il faut désormais planifier l'oisiveté. Alors que nos agendas débordent, retrouver des moments inutiles devient un luxe. Et peut-être une forme supérieure d'intelligence.